Nous recevons à présent un des pionniers de la nutrithérapie. C'est un médecin de renommée internationale. Il enseigne dans plus de 20 pays. Il a formé près de 6000 médecins. Il était venu, il y a 2 ans, nous parler, vous le connaissez bien sûr. Et aujourd'hui, il vient nous parler de la prévention des maladies de civilisation avec la solution Okinawa. Je vous demande d'accueillir, d'applaudir Jean-Paul Curtet. Bonne conférence. Oui, merci. Oui, bonjour à tous et heureux de me réadresser à vous après la première intervention qui avait eu lieu au premier congrès IPSN. Donc, nous allons parler aujourd'hui de 2 façons, qui sont d'ailleurs liées, vous verrez, de renforcer sa santé et du coup, évidemment, de tomber moins facilement malade. Attendez, par contre, excusez-moi, j'ai pas de... Oui, voilà, pour faire passer la diapo, je suppose que c'est comme ça. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Donc, si on regarde la chirurgie, vous avez dû vous en apercevoir, elle fait des bonds extraordinaires. On m'a opéré d'une petite chose du rein qui ça valait pas le coup, mais bon, je ne savais pas. On m'a fait qu'un petit trou et je sortais 2-3 jours plus tard de l'hôpital. Bon, avant, ça aurait été une grosse cicatrice et bon, on fait de l'assistance robotisée. La médecine est loin de progresser de manière aussi spectaculaire. C'est vraiment un contraste très fort entre les deux. Il y a quelque chose qui est grippé dans la médecine, qui n'avance pas de la même manière que ce qu'on voit en chirurgie. Cette machine médicale actuelle est toujours centrée sur la guerre à la maladie. Comme le nom d'ailleurs des médicaments l'indique, on donne des antibiotiques, comme vous le savez on en donne trop, ça donne des antibiorésistances. Des anti-inflammatoires, c'est une des premières causes de décès pour cause iatrogène, pour cause médicale. Des antalgiques, c'est le premier médicament qui soit consommé. Et le paracétamol peut être la première cause de décès pour cause de médicaments, par exemple par suicide en Angleterre, puisque si vous prenez une boîte de paracétamol, vous fusillez votre foie. Des fébrifuges, des antihistaminiques, des hypolipémiants, des antihypertenseurs, des antidépresseurs, etc., etc. Cette guerre à la maladie reste évidemment indispensable. Mais nous serions tous contents de disposer donc de médicaments quand ils sont nécessaires, mais il devient évidemment souhaitable de ne pas avoir besoin de recourir à ces médicaments, ou aux chimios, aux radiothérapies, aux chirurgies. On aimerait bien s'en passer, bien sûr. On constate tous une explosion du surpoids, du syndrome métabolique, du diabète dans des tranches d'âge de plus en plus basses. On en trouve maintenant chez les enfants, ça n'existait pas quand j'ai fait mes études de médecine. Quand j'ai fait mes études de médecine, l'infarctus, c'était pour les soixantenaires. Aujourd'hui, on fait des thèses sur les infarctus des trentenaires. Le cancer du sein aussi apparaît plus tôt. Bon. Il y a une croissance exponentielle des intolérances alimentaires, selon les experts, 20% de plus chaque année. Des allergies, des maladies inflammatoires, un doublement du nombre de cancers chaque 20 ans, et chaque année, 5 Français de plus sous chimiothérapie. C'est vraiment quelque chose qui est à déplorer, et la médecine avance, elle soigne mieux, mais d'un autre côté, on a plus de ces pathologies. Et là, il y a un problème. Comment est-ce qu'on s'adresse à ça? Évidemment, devant des pathologies plus graves encore, comme Alzheimer, parce que Alzheimer, théoriquement, n'en guérit pas. Mais enfin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein, si vous êtes abonné au dossier de Santé Nature Innovation, on commence à sortir, là, depuis 2-3 jours, une série sur Alzheimer où on n'a jamais vu dans une maladie autant de percées, et dans l'explication de la maladie, et dans la capacité de détection précoce, et dans la capacité de prévention, et même dans la capacité de traitement. Pour la première fois, on a des études qui montrent une régression de l'Alzheimer, pas chez les gens les plus avancés, mais même chez des gens qui sont bien déclarés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on a cette explosion d'Alzheimer qui touche au moins 900 000 Français aujourd'hui, et on annonce que dans quelques années, ça va dépasser le million. Il y a environ 60 cas nouveaux par jour qui sont détectés en France. Abus de médicaments, de procédures médicales redondantes, aux bénéfices discutables, comme les scanners, les mammographies. Plusieurs millions de journées d'hospitalisation sont dues aux effets secondaires des médicaments, et ça représente environ 20 000 décès par an. Si on ajoute à ça que les gens qui sont hospitalisés attrapent des infections, vous savez qu'elles sont redoutables à cause de l'abus d'antibiotiques qui sélectionnent les bactéries antibiorésistantes. Ces bactéries antibiorésistantes peuvent exporter
leur résistance aux autres. Hein. Elles envoient des petites vésicules avec l'information ADN qui permet de résister. Et du coup, tout ça, ça crée 13 600 décès supplémentaires. Donc si vous faites le calcul, 20 000 plus 13 600, hein, ça fait 33 600 décès. On ne sait pas trop combien la médecine sauve de personnes, on espère que c'est plus que ça. Dossier délicat, les personnes âgées sont systématiquement mises sous anxiolytiques et hypnotiques pour être mieux gérées. Les seniors sont en moyenne sous 6 médicaments. Le professeur Olivier Saint-Jean, qui a récupéré tous les dossiers de la sécurité sociale des gens de plus de 80 ans, trouve une moyenne de 10 médicaments par jour, ce qui devient aberrant. Un tout pharmacologue sait qu'au-delà de 3 médicaments, on ne sait plus gérer les interactions. Les Français consomment au total près d'une boîte de médicaments par semaine. Et or, ces médicaments sont la plupart à visée symptomatique, pas curative, et cette inefficacité entraîne des dépendances à long terme. Par exemple, les gens anxieux, on ne leur donne pas du magnésium, on leur donne des anxiolytiques qui ne remplacent pas le magnésium, et donc on est dépendant des anxiolytiques qui ont des effets secondaires, et vous voyez les choses, comment elles tournent. Ah oui, alors est-ce qu'on va pouvoir passer cette vidéo? Je ne sais pas. Il y a une petite vidéo, je ne sais pas si on peut la passer. Non, bon. On va passer la vidéo, mais bon, Perfector, c'est un médicament miracle parce que pour une maladie, on va donner un médicament qui va avoir des effets secondaires. On va donner un deuxième médicament pour corriger les effets secondaires, ainsi de suite, mais ce n'est pas grave parce que le dernier effet secondaire, on va redonner un autre médicament. Ça s'appelle Perfector, il fallait le trouver. Pour commercialiser de nouveaux médicaments, l'industrie n'a pas publié les études négatives et a caché les effets secondaires. Par exemple, pour les statines, le Vioxx, l'Avandia, un antidiabétique à qui l'on attribue 83 000 infarctus aux États-Unis, qui a été retiré du marché français, le Mediator, tout le monde connaît, mais il y en a beaucoup d'autres. Le rapport bénéfice-risque de la prescription des médicaments s'est globalement détérioré. On compte 50% de médicaments inutiles, 20% de mal tolérés, 5% de potentiellement très dangereux, mais pourtant 75% de ces médicaments sont encore remboursés. La présence d'adjuvants aluminiques, vous êtes très au courant, dans certains vaccins, provoque chez une minorité de patients des pathologies neuro-inflammatoires lourdes. Vous avez déjà entendu parler, ou c'est demain avec M. Gérardi, alors qu'ils peuvent être remplacés par des adjuvants non toxiques, comme des adjuvants phosphocalciques. On a engendré un mouvement de rejet des vaccins chez près d'un tiers des Français, alors que c'est préoccupant, étant donné que personne n'a envie de retrouver de la polio, de la diphtérie, du tétanos. Bon. Et encore plus inquiétant, si vous voulez, suite à tous ces scandales, eh bien, beaucoup de Français se méfient systématiquement des médicaments, alors qu'il faudrait faire le tri entre ceux qui sont vraiment justifiés, qui ont un bon rapport bénéfice-risque, et ceux qui en ont un mauvais. Il est donc vital d'assainir la prescription des médicaments, de restaurer la confiance afin que les traitements indispensables puissent être menés. La Haute Autorité de Santé, en 2011, suite au scandale du Mediator, demandé de sortir du tout médicament, recommande de commencer par la prescription nutritionnelle et d'activité physique. L'Académie de médecine et le Collège national des enseignants généralistes ont fait des déclarations dans le même sens. Mais en pratique, les médecins ne sont pas formés ni à la maîtrise, ni à la prescription de ces outils, ça n'est pas au programme des facs de médecine, pas encore, ce qui nécessiterait de réformer en profondeur non seulement l'enseignement, mais la consultation. Je vous signale que pour la sécurité sociale, la consultation de prévention n'est pas remboursable. Les tarifs actuels ne permettent pas de prendre le temps d'échange entre le patient et le médecin qui permettrait cette démarche plus globale. Il s'agirait donc de maîtriser non seulement les outils de diagnostic et de guerre à la maladie, mais aussi des outils de promotion de la guérison et de la santé. C'est une autre histoire pour laquelle le médecin n'est actuellement pas formé, ni d'ailleurs les autres professions de santé en général. Alors par exemple, quoi faire? Restaurer l'énergie. Le diagnostic et la correction des déséquilibres alimentaires et des déficits nutritionnels, les techniques de coaching long terme, le renforcement des défenses immunitaires, elles sont importantes non seulement pour ne pas attraper la grippe ou une pneumonie, mais aussi pour lutter contre le cancer. C'est la première vague de défense contre le cancer, c'est l'immunité. On a des défenses anti-inflammatoires, elles peuvent être renforcées, des défenses antitoxiques, on neutralise les toxiques dans le foie, on a des capacités de réparation, d'adaptation, de guérison, mais la médecine s'occupe d'attaquer les agresseurs, pas de renforcer l'hôte de ces agressions.
Le diagnostic des pathologies environnementales, la pollution, nous sommes pollués par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit, par les aliments qu'on mange, par les cosmétiques qu'on se met, par les transports, par les vêtements, par les retardateurs de flammes qui sont dans le sofa. Tout ça a une incidence. Le médecin n'est pas non plus formé là-dessus. Il y a des protocoles d'assainissement de l'environnement ou même de détoxification. Et puis on en rajoute bêtement, hein, en cuisant trop les aliments, quand on les crame, quand vous avez du roussi ou du noirci sur des aliments, ils deviennent toxiques, certains même carcinogènes. Il y a des protocoles de réduction des dépendances contre le tabac, l'alcool, le sucre, dépendance médicamenteuse aussi. Il y a une compensation des effets antinutritionnels des médicaments. On parlait tout à l'heure du paracétamol. C'est le médicament le plus vendu en France. Bon. Mais ce paracétamol surutilise dans le foie du glutathion. Pour ceux qui sont très renseignés, le glutathion, c'est le détoxifiant universel et c'est l'allumeur des globules blancs. Donc vous avez une fièvre. Bon, c'est pas agréable d'avoir 39-40. C'est judicieux de prendre du paracétamol. Mais si on effondre le glutathion qui vous défend contre le virus, qu'est-ce que ça va donner? D'accord? Donc si on doit prendre du paracétamol, pourquoi pas? Mais il faut prendre avec de la N-acétylcystéine, c'est quelque chose qui remonte le glutathion, de la vitamine C pour le réduire. C'est ça les effets antinutritionnels des médicaments. La vitamine C fait la même chose avec l'aspirine, les corticoïdes avec le potassium. Bon, tous les médicaments pratiquement ont des effets antinutritionnels. Vous avez entendu parler des statines et du coenzyme Q10. Bon. Il y a plein d'effets secondaires des statines liés à cette dépression de la synthèse de coenzyme Q10. Les Canadiens s'apprêtent à obliger légalement la présence de coenzyme Q10 dans les statines. C'est ce qui devrait être fait absolument systématiquement. Si un médicament est nécessaire, il n'y a pas de raison qu'il fasse des effets secondaires supplémentaires parce qu'il effondre des nutriments essentiels. Bon. Aussi, le stress coûte beaucoup d'énergie. Il coûte du magnésium qu'on perd dans les urines. Bon, il y a des outils de gestion du stress. Il y a donc de nouvelles compétences à intégrer dans la formation de base, de nouveaux métiers qui répondent à des besoins sanitaires de la population. Par exemple, les plaintes les plus communes, c'est la fatigue. La fatigue ne figure pas au programme des études médicales. Le stress non plus. Le sommeil non plus. La prévention, pratiquement pas. Donc il y a des nouveaux métiers, hein, s'il y a des vocations dans la salle, pour être fatigologue, stressologue, somnologue, préventologue, faire de la médecine préconceptionnelle pour les futurs parents qui sont motivés pour améliorer leur poids, pour détoxifier l'environnement, pour corriger leurs carences avant de faire un enfant, hein, plutôt que d'attendre qu'il y ait des problèmes lors de la grossesse ou plus tard. Le médecin, lui, pourrait être un chef d'orchestre. Il est important pour le diagnostic, pour prescrire des analyses, etc. Il pourrait prescrire et coordonner d'autres intervenants en nutrition, en sport, en santé environnementale, en ergonomie, quelles sont les bonnes postures pour ne pas s'endommager, faire de l'arthrose par de mauvaises postures, fatiguer ses yeux sur l'écran, de la psychothérapie. Bon, il est clair qu'un médecin ne peut pas avoir toutes ces compétences. Bon, il faut qu'il ait une base dans tout ça pour savoir de quoi il s'agit, son importance, mais après, il faut déléguer. Donc une consultation devrait comprendre un temps d'exploration systématique des composantes nutritionnelles, donc environnementales, la pollution, de mode de vie, psychologique du patient. Une partie de ces données pourrait être collectée par questionnaire sur Internet préalablement. Et l'examen clinique, la prescription des analyses pertinentes, des composants prioritaires du traitement, être suivi d'une progression sur le long terme de type coaching, c'est-à-dire qu'on voit le patient régulièrement, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui bloque, comment l'amener plus loin, avec une approche personnalisée, humaine, qui fonctionne et dont on a une trace par un carnet de route. Voilà, comme on a un carnet de voyage, on a un carnet plus de santé, où on a simplement la vaccination et des diagnostics et des médicaments pris, mais un carnet de route de progression vers une meilleure santé. L'optimisation des fonctions, l'énergie, le poids, la composition corporelle, la solidité du squelette, des articulations, des tendons, les fonctions digestives, d'absorption, de métabolisation, d'élimination, les défenses anti-infectieuses et immunitaires en général, qui ont donc, on l'a dit, un rôle dans les cancers, de protection anti-inflammatoire, de modulation hormonale, de reproduction. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une épidémie d'infertilité. On n'a jamais eu autant d'infertilité. Depuis 1973, le compte des spermatozoïdes de l'homme a chuté encore de 59%. Chaque année, les hommes sains non-fumeurs perdent 1,9% de spermatozoïdes. Où est-ce qu'on va comme ça? Dans quelques années,
il n'y aura plus rien. Bon. Donc, notre véritable survie est en jeu dans cette affaire-là. Les femmes aussi sont touchées. Quand une femme est trop stressée, trop fatiguée, sa reproduction se coupe. Une femme très stressée passe en aménorrhée, elle n'a plus de règles, elle ne peut plus se reproduire. Capacité de croissance physique et de développement cérébral pour les enfants, de performance physique et intellectuelle. Bon, il n'y a pas que les sportifs qui veulent être en forme, tout le monde. De résistance au stress de tous ordres, de concentration, d'humeur, de capacité de décision et d'adaptation, de détoxification. On est capable de détoxifier. On ne peut pas aujourd'hui, c'est impossible, échapper à tout polluant. On a besoin de militer, bien sûr, pour avoir un air plus pur, une eau meilleure, des aliments sains, ça, c'est sûr, c'est obligatoire. Mais, même en faisant de bons choix, si vous voulez, il y aura des polluants, il faut être capable de les neutraliser. Et puis être capable de réparer tous ces dégâts qui sont faits sur les molécules les plus nobles de notre système. C'est l'ADN, c'est nos gènes. Ils contiennent notre informatique cellulaire. Et sans eux, on ne peut rien faire. Si on vieillit, c'est parce que notre ADN s'altère. Or, on peut les réparer. On a 125 gènes pour réparer l'ADN. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de fonctionner. L'énergie, ça coûte de l'énergie. Et il y a ce qu'on appelle des coenzymes, le zinc par exemple, le magnésium, un certain nombre de polyphénols, on sait maintenant, sont capables de stimuler la réparation de l'ADN. On peut réparer presque tous les tissus. On peut digérer les protéines pathogènes qui vont donner de l'Alzheimer ou de la Parkinson dans le cerveau. Ça se fait surtout la nuit. Il y a le liquide céphalorachidien qui nettoie tout ça. Encore faut-il avoir une bonne nuit. Et les conditions d'une bonne nuit, c'est quoi? C'est pas de trop manger le soir. Alors, par exemple, vous voyez comment la nutrithérapie est importante. C'est qu'on le comprend culturellement, c'est convivial. Le soir, on se retrouve en famille, donc on va manger beaucoup. Le gros repas, ça va être le dîner. Mais si vous avez un gros repas au dîner, ça encombre tous les circuits, ça échauffe le corps, ça fait plus de radicaux libres, ça fait monter l'inflammation, au moment où la nuit devrait être le moment de réparation, où on calme le métabolisme, où l'énergie qui n'est pas utilisée pour bouger, pour penser, elle est divertie pour se réparer. C'est la nuit qu'on se répare. Si vous faites un gros dîner, vous empêchez tout ça. Et le résultat, on peut l'imaginer très, très simplement. Donc, tout simplement, mangez bien le matin, le midi, mais faites un dîner léger, encore mieux tôt, où vous laissez 13 heures après la fin du dîner jusqu'au petit déjeuner du lendemain. Et là, vous optimisez votre réparation, vous réduisez l'inflammation, vous réduisez ce stress oxydatif qui fait vieillir, et vous réduisez fortement vos risques de toutes les maladies dégénératives. Vous voyez que c'est des choses simples qu'on peut faire, qui sont à mettre en place progressivement pour se donner plus de chances de rester en santé, de se réparer, de se maintenir bien, comme on va le voir à Okinawa ou en Crète ou en Sardaigne, où on a des gens qui vivent justement beaucoup plus longtemps. On peut ralentir son vieillissement, on peut allonger sa longévité en bonne santé. C'est possible, encore faut-il savoir comment, et avoir un accompagnement technique pour le faire progressivement. Et aussi de manière avec plaisir, parce que si on impose quelque régime que ce soit, comme vous le savez, on le laisse tomber. Si on vous dit, pour faire de l'exercice physique, vous allez acheter des haltères de cheville à 500 grammes, vous mettez ça comme des chaussons, c'est super. Sauf que si vous faites ça 3 heures la première fois, vous avez des courbatures, donc ça finit au fond du placard. Bon. Donc, les outils les meilleurs, ils doivent être utilisés de manière intelligente, c'est-à-dire progressivement. On va faire un quart d'heure la première semaine, une demi-heure la semaine suivante, et là, ça peut durablement faire partie de votre système. Vous mettez des haltères de cheville et vous prenez plaisir et vous sentez que vous marchez mieux les escaliers, que vous êtes plus tonique, ça remonte même l'humeur. C'est des toutes petites choses simples, où je conseille, comme aussi certains d'entre vous ont vu le parcours Okinawa, d'utiliser des moments de la journée pour intégrer ce genre de choses. Par exemple, quand on se lave les dents, au lieu de se laver les dents comme ça, bon, c'est pas terriblement stimulant pour les muscles, à part un peu le bras, vous faites comme ça. Et vous faites la chaise. Bon, alors au début, 10 secondes. La semaine suivante, 20 secondes, etc. Bon. Ça augmente la masse musculaire, vous vous sentez plus solide, ça multiplie ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est les centrales énergétiques qui fabriquent de l'ATP, c'est de l'énergie à partir des calories. C'est pour ça qu'on respire de l'oxygène. Et quand vous faites n'importe quelle mobilisation des muscles, vous créez un signal que maintenant on a identifié, qui s'appelle PGC1-alpha, qui multiplie les mitochondries. Ce signal circule et il va même dans le cerveau. Alors quand vous faites ça, votre cerveau, lui, il ne se contracte pas. Mais
il profite du signal et vous faites plus de mitochondries dans les neurones qui fonctionnent mieux. Donc déjà, vous êtes plus concentré, vous avez de meilleure humeur, mais en plus, ça réduit le risque d'Alzheimer. Parce que plus il y a d'énergie dans les neurones, plus vous réparez avec cette énergie, et moins vous risquez ce que l'on appelle des pathologies neurodégénératives. Donc c'est ce qui explique que simplement marcher tous les jours réduit le risque d'Alzheimer. Prévenir les pathologies aiguës, infectieuses, allergies, des pathologies chroniques, la sclérose en plaques, les cancers, bien sûr, les maladies cardiovasculaires. Traiter et co-traiter des pathologies, qu'elles soient génétiques, aiguës, chroniques ou dégénératives, quels que soient les outils utilisés. On a donc de l'allopathie, des médicaments, de la chirurgie, de la chimio, de la radiothérapie, mais aussi de la psychothérapie, de la phyto, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de l'homéopathie. Il faut bien comprendre que tous ces traitements sont intéressants, mais si votre patient est fatigué, que ses cellules n'ont pas l'énergie nécessaire pour répondre correctement au traitement, qu'il a une carence en zinc, il ne peut pas cicatriser, il ne peut pas réparer ses cellules, eh bien ça va pas, le traitement ne va pas être efficace. Et en plus, il risque d'être plus toxique. Donc, quel que soit le traitement nécessaire, on a vu toute une série de disciplines qui ont toutes leur raison d'être. Eh bien, il faut aussi associer de la nutrithérapie pour restaurer l'énergie, pour corriger les carences, pour que le patient, quelle que soit sa maladie, soit capable d'en profiter. Et en plus, il faut tenir compte de ses effets antinutritionnels. On l'a vu pour le paracétamol, le glutathion, l'aspirine, la vitamine C. Et par ailleurs, et c'est ça qui est important, le plus important en nutrithérapie, le plus mal connu, c'est que les aliments et nutriments ont des effets pharmacologiques, ça veut dire comme des médicaments, quelles que soient les carences. Si par exemple, on fait de l'arythmie cardiaque, eh bien, que l'on ait ou pas une carence en magnésium, le magnésium peut avoir un effet anti-arythmisant comme un médicament. Donc c'est autre chose, c'est un chapitre spécial de la nutrithérapie qui est très important, c'est d'être capable d'utiliser, grâce aux études qui ont été validées, ces protocoles, des vitamines, des minéraux, des acides gras parfois, des polyphénols comme des médicaments pour les traitements. Donc quels sont les moyens de la nutrithérapie? Bien sûr, au départ, l'alimentation. La diététique, on oublie un peu ce mot parce que c'est toujours été un peu privatif. Les diététiciens, on leur a appris à compter les calories, donc si vous êtes trop gros, il faut manger moins. Si vous êtes diabétique, moins de sucre. Bon, ça reste valable, mais si vous avez de l'hypertension, moins de sel. Donc si vous voulez, l'image de la diététique est un peu négative, c'est on va vous couper des choses. Bon, en nutrithérapie, on a tendance plutôt à promouvoir les bonnes choses. Si on mange plus de fruits et de légumes, on va manger moins de protéines animales, moins de gâteaux. Si vous buvez de l'eau minéralisée, vous allez consommer moins de soda. Si vous consommez plus de thé, vous allez consommer moins de café. Si vous consommez un peu plus de poisson, moins de viande. Si vous consommez de l'huile d'olive, on sait que c'est bon pour la santé, vous allez consommer moins d'huile moins bonne pour la santé, comme l'huile de tournesol. Donc les bons aliments chassent les mauvais. Et psychologiquement, on l'a prouvé, le conseil positif, qu'est-ce que vous avez à gagner à manger plus de fruits et de légumes? Bon, ça, on sait l'expliquer aujourd'hui. C'est pratiquement un polymédicament sur toutes les maladies de manger plus de fruits et de légumes, comme le sport, comme un meilleur sommeil. Ce sont des polymédicaments. Eh bien, vous pouvez vous-même faire l'expérience de ça, vous sentir mieux, et ça vous encourage à continuer. Parce que si on vous dit « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », si par exemple vous adorez le café, bon, le café, ça bloque l'absorption des vitamines B, ça fait perdre dans les urines du magnésium, ça augmente l'homocystéine, ça augmente le risque de phlébite et d'embolie, ça augmente le glaucome, le risque de glaucome et l'aggravation du glaucome. Bon, par contre, ça peut réduire le diabète, ça peut réduire une crise d'asthme ou de migraine. D'accord? Donc il y a des bons côtés et des mauvais côtés au café. Mais globalement, il y a du bon et du mauvais. D'accord? Bon, rien n'est parfait. Donc le thé, c'est pas parfait, mais globalement, il y a pratiquement, le thé réduit l'ensemble des pathologies, ne crée pas de glaucome, n'a pas tous ces effets, les inconvénients. Donc on ne va pas dire aux gens, s'ils consomment beaucoup de café, on ne va pas leur dire, on va pas leur interdire le café. On va leur dire, achetez le café le plus cher du marché. Achetez-vous un très bon café, un grand cru, et chaque semaine, 1 ou 2 fois par semaine, vous allez déguster. La rareté va vous augmenter le plaisir de déguster un très bon café. Mais ce n'est pas un aliment santé, c'est un aliment plaisir. Vous voyez? Donc on va plutôt que d'interdire, reclasser, recadrer l'aliment ou la boisson. Voilà, ça peut être la même chose pour l'alcool, etc.
Bon, après, il y a quand même de vraies contre-indications. C'est-à-dire que si vous avez un ulcère de l'estomac ou de l'intolérance alimentaire, le café va relarguer de l'histamine inflammatoire et on ne pourrait pas guérir. Donc là, évidemment, il y a vraiment quand même quelques contre-indications qui restent. Donc, on l'a dit, on va faire du conseil positif. Il s'agit d'introduire progressivement mais durablement de nouvelles habitudes. Bon, et puis, il y a évidemment les compléments nutritionnels, des vitamines, des minéraux, des acides gras, des acides aminés qui forment les protéines, et des substances phytochimiques comme ces polyphénols dont on a parlé tout à l'heure, qui ont des doses nutritionnelles ou de correction de déficit ou pharmacologiques, c'est 3 niveaux différents de doses. Et puis, on va réduire la charge toxique. On a d'autres, optimiser le sommeil, mieux gérer le stress. C'est des moyens complémentaires de la nutrithérapie. Ah, j'avance plus. J'ai ma diapo qui n'avance plus. Oui. Mes diapos sont bloqués là. Est-ce que vous pouvez rétablir les diapos, s'il vous plaît? Non, il ne se passe rien. C'est le boîtier peut-être qui ne marche plus, je ne sais pas. J'ai plus rien. Non. Vous êtes dessus? Merci, excusez-nous. Hein. Voilà, bon. Bien, on va régler ce petit problème technique, excusez-nous. Donc en gros, la nutrithérapie, d'abord, c'est une approche positive qui cherche à optimiser la santé, l'énergie, les défenses anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antitoxiques, avec des moyens alimentaires. Quand il faut des compléments, les compléments, par définition, ça sert à quoi? C'est quand on ne le peut pas faire par l'alimentation, d'accord? Il y a des limites techniques. Je vous donne un exemple. Le magnésium. Quand on consomme 1000 calories en France, on a 120 mg de magnésium par jour. En moyenne, le Français consomme 2000 calories, donc ça lui fait à peu près 240 mg de magnésium par jour. Combien en faut-il pour avoir l'énergie optimale? Il faut du magnésium pour catalyser toutes les étapes pour faire de l'énergie, que ce soit des sucres ou des acides gras. Si on manque de magnésium, on va manquer d'énergie. Il faut 400 mg par jour. C'est ce qu'on appelle l'apport journalier recommandé. Okay? Donc entre 240 et 400, il y a un trou. D'accord ? Il y a une limite technique à l'alimentation. Donc ça veut dire qu'on peut évidemment optimiser les apports. On va dire les oléagineux, les céréales complètes, l'eau minéralisée, c'est plus riche en magnésium. On va vous donner ces conseils, d'accord? Mais il va rester un manque. Et ce manque fait l'objet d'une complémentation. Donc si vous voulez, la vitamine D l'hiver, hein, tout le monde est au courant. La vitamine D, on en fait au soleil avec la peau, mais l'hiver, on n'en fait plus. Il n'y a plus assez d'ultraviolet pour en faire. Donc l'hiver, vous êtes au courant, votre médecin doit vous prescrire tous les hivers de la vitamine D. Voilà. Donc ça, c'est quand le complément est indispensable. Donc on doit associer le conseil alimentaire et les compléments. Merci, c'est revenu. Donc les experts cherchent à optimiser les apports recommandés aussi pour avoir une meilleure nutrition. L'exemple de la vitamine C, par exemple, c'est que officiellement, il faut 60 mg pour ne pas faire de scorbut. Mais le scorbut, c'est 300 mg corps total de vitamine C, alors que la santé, c'est 5 grammes. Vous voyez un peu la différence? Bon. Pour ne pas faire de cataracte, on a montré que dans les études, si on dépasse 300 mg par jour de vitamine C, c'est largement plus que 60, on peut réduire de 90% le risque de cataracte. Donc si vous voulez, il y a la dose minimale pour ne pas faire de scorbut, et il y a une dose optimale pour optimiser sa santé. Ce sont des doses différentes. Or, si vous regardez les études gouvernementales sur les apports, quelle est la proportion de population qui n'a pas les apports recommandés? Vous voyez en vitamine B, plus de 70% pour la B1, plus de 90% pour la B9, pour la D, plus de 90% bon, des femmes. Une autre étude en Bourgogne, on n'a même pas regardé ceux qui n'ont pas 100%, mais ceux qui ont 80%, parce qu'on n'est pas sûr qu'entre 80% et 100% que les gens soient vraiment carencés. Okay? On voit qu'il y a encore énormément de personnes, de pourcentage de la population, qui manquent des apports nécessaires, et même des gens qui ont seulement entre 50 et 80% de ces apports requis pour ne pas faire de carence. La dernière étude, c'est celle du Val-de-Marne.
La hauteur de la colonne, c'est la hauteur de population qui n'a pas les apports recommandés. Le zinc, c'est très important. Tout ce qui est génétique dépend du zinc. On ne peut pas faire de protéines. Les protéines, c'est nos muscles, c'est tous les enzymes qui nous permettent de fonctionner sans zinc. On ne peut pas grandir sans zinc, on ne peut pas faire de spermatozoïdes sans zinc, on ne peut pas cicatriser sans zinc, on ne peut pas réparer son os sans zinc. Or, vous voyez que pratiquement 100% des personnes adultes manquent de zinc. Quelle est la période où on a plus besoin de zinc? Les femmes enceintes, elles doivent faire 3 kilos de bébé en 9 mois. Si on n'a pas besoin de zinc à cette époque-là, alors là, quand est-ce qu'on en a besoin? Eh bien, 100% de ces femmes enceintes manquent de zinc et 75% ont moins des 2/3 des apports recommandés, 10 mg. C'est une situation de malnutrition. Okay. Le magnésium, il y a aussi beaucoup de gens, donc les catégories, par exemple, 100% des femmes. La B1, ça dépasse 60% pour les adultes. La B6, c'est plus de 90%. L'acide folique, c'est la B9, plus de 50%. Et la vitamineuse, c'est le pompon, c'est la totalité de la population a non seulement des manques, mais des manques profonds. En bleu, c'est ceux qui ont moins des 2/3 des apports recommandés. Et même apparaît en orange des gens qui ont moins d'1/3 des apports recommandés. Or, les apports recommandés, ils étaient de 30 mg en 1979. C'était ce qu'il fallait pour ne pas faire de carence. Et puis, en 1979, il y a eu une réunion d'une commission qui s'occupe de faire ces apports quotidiens recommandés et qui a décidé de les passer à 10 mg. J'étais complètement stupéfié parce que c'est un protecteur, la vitamine E. C'est un protecteur contre le rancissement. En fait, avec l'âge, on rancit sur pied en quelque sorte. Parce que l'oxygène alterne aux acides gras. Alors c'est quand même embêtant si le principal agent anti-rancissement, la vitamine E, est réduit par 3, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'étais à un congrès international à côté de Washington, à Arlington, et j'ai demandé à une personne qui faisait partie de cette commission. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, aux États-Unis, pour les pauvres, il y a les tickets restaurants. Et oui, mais dans la loi, les tickets restaurants doivent apporter tous les apports quotidiens recommandés. Or, comme c'était impossible pour la vitamine E, on a dû couper en 3 l'apport quotidien recommandé. Alors ça, ce n'est pas de la nutrition, c'est de la politique. Donc en France, combien le Français moyen a de vitamine E? 4,5 mg. Pour ne pas faire de carence, il faut 30 mg. Et pour se protéger, c'est à peu près 100 mg. Donc là, vous voyez un peu, le trou est énorme. Et là, les compléments sont vraiment très importants. Apport magnésien, je l'avais déjà expliqué quand on n'avait pas de diapo pour... voilà. La vitamine D, tout le monde est au courant. L'iode, c'est pareil. On a la moitié des apports recommandés. Donc la plupart des gens ont plusieurs déficits. L'alimentation, tout le monde est au courant actuel, fournit trop de calories, trop de graisses saturées, le beurre, le fromage. C'est incombustible, les graisses saturées, d'accord? Donc ça fait du surpoids, ça reste assis là, mais ça ne fait pas d'énergie. Tandis que les graisses polyinsaturées, comme les oméga 3, sont facilement combustibles. Par contre, elles ne supportent pas la chaleur, il ne faut pas les cuire. Les graisses trans, les graines des margarines qu'on a hydrogénées, elles sont pires que les saturées. Trop d'oméga 6, ils sont inflammatoires. Donc il y a une époque, le médecin n'était pas au courant, il prescrivait du fruit d'or, de l'huile de tournesol, c'est bon pour le cœur, il s'avère que c'est l'inverse. Bon, manque de bol. Trop de sucre rapide, tout le monde est au courant. Trop de fer pour les hommes. Alors les hommes, la préhistoire, le chasseur, la viande, ça rend fort. Mais manque de chance, l'homme n'a pas de règles, à ce que je sache. Donc, à part les hémorroïdes, il ne perd pas tellement de fer. La femme, tous les mois, elle perd du fer, de la puberté à la ménopause. C'est elle qui aurait besoin de plus de viande parfois. Parce qu'on ne peut pas donner de complément en fer. Le fer est très agressif. C'est une règle. Le fer tout nu dans un complément fait flamber le tube digestif. On ne peut pas mettre de fer ni de cuivre dans les minéraux, dans les compléments. Donc, la viande, il y a surtout des femmes, les femmes enceintes, les femmes qui ont des règles trop abondantes, les femmes qui manquent de fer. Il serait mieux qu'elles mangent un peu de viande. Bio, pas cramée, juste le temps de remonter leur ferritine. D'accord. Mais les hommes, eux, ils croient que la viande rend fort. Ils mangent beaucoup plus de viande que les femmes et ils n'ont pas de règles, comme on l'a dit. Or, le fer est un pro-oxydant. C'est un pro-inflammatoire. C'est un facteur de prolifération des virus, des bactéries, des champignons, des parasites et des cellules cancéreuses. Résultat des courses, comme l'homme n'a pas de règles et qu'il mange plus de viande que la femme, il dure en moyenne 7 ans de moins que les femmes. Ce n'est pas la seule explication, bien sûr, tout est complexe, mais les hommes qui donnent leur sang au centre de transfusion ont quasiment l'avantage des femmes. Et par ailleurs, 4 hommes sur 10 font des cancers, seulement 3 femmes sur 10.
Tout ça, ce n'est pas évidemment expliqué seulement par l'excès de fer ou de viande, mais fortement. On a énormément d'études aujourd'hui qui s'accumulent pour dire qu'on mange trop de viande globalement. Il y a certaines sous-populations, comme les femmes enceintes, qui sont déficientes en fer ou qui ont les enfants en forte croissance et les ados en forte croissance, pourraient bénéficier d'une bonne viande sur ces périodes courtes de la vie, mais les autres non. Manger de la viande après la ménopause, bon, éventuellement, aliment plaisir. On a dit qu'on n'interdisait rien. Si on veut être végétarien, c'est très bien, mais il y a des populations pour lesquelles la viande est très importante et d'autres pour lesquelles elle est nocive. Elle augmente le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'Alzheimer, etc. Tout y passe. Ça accélère le vieillissement. Et pourquoi est-ce qu'on manque comme ça, par l'alimentation, même bien choisie, de certains nutriments? Il faut voir qu'en 1890, on était presque tous ruraux, donc on bossait beaucoup, du matin jusqu'au soir. Il n'y avait pas d'ascenseur, d'escalator, il n'y avait pas l'eau du robinet, il fallait amener le charbon et le bois pour se chauffer. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Donc, si vous voulez, en 1890, l'homme consommait 4000 calories. Il en consomme aujourd'hui 2200 parce qu'on n'a plus besoin de manger autant. La femme est passée de 3000 calories à 1700 calories. Donc, si vous réduisez les calories, il y a aussi moins de vitamines et de minéraux. Logique. Mais pire que ça, on a changé complètement notre alimentation. D'accord ? On mange 2 fois moins de pain qu'il y a 40 ans, 2 fois moins de pommes de terre, 7 fois moins de légumineuses. Les lentilles, les haricots, les pois, c'était pour les paysans. Mais bon, c'était un truc qui tenait bien. Heureusement, ça commence à revenir. On mange beaucoup plus de sucre qu'avant, beaucoup plus de viande, beaucoup plus de fromage. Tout ça, c'est des choses qui sont très caloriques, pauvres en minéraux et en vitamines. Et en plus, avec l'industrie agroalimentaire, qui rajoute du sucre, du gras, du sel pour que ça rende bien addictif, il y a encore plus de dégâts et moins de vitamines et de minéraux. Donc vous comprenez que si vous mangez moitié moins qu'il y a 100 ans, et que ce que vous mangez est beaucoup moins riche en vitamines et en minéraux, bon, s'ajoute à ça qu'on est plus stressé qu'avant, tout va plus vite. Bon, et en ce moment, on est gâté entre le climat, le terrorisme et tout ce que vous voulez. Bon. Et la pollution, tout ça, ça bouffe des nutriments. Vous comprenez que la situation aujourd'hui nous amène à une obligation technique de certains compléments qu'il faut bien choisir, comme j'ai dit, sans fer ni cuivre, etc. C'était la montée déjà du fondateur de la nutrition en France, le professeur Trémolière, qui appelait ça les calories vides, la montée des calories vides. Alors, bon, je vais passer là-dessus. Bon, ça, c'est le schéma qui montre que quand on est stressé, on perd du magnésium dans les urines. Si on est stressé, le cœur s'accélère, on consomme plus de sucre, les muscles se tendent pour pouvoir réagir à un stress, mais malheureusement, 96% des stress sont inappropriés. Vous passez dans la rue, il y a un bus qui klaxonne, c'est pas pour vous, c'est parce qu'il y a une voiture qui bloque, mais votre cœur, lui, s'accélère, vos muscles Et donc, comme vous ne montez pas à l'arbre pour échapper à la menace, qui n'est pas vraiment réelle, ça se retourne contre vous. Donc l'intestin se gondole, les muscles, on a mal au cou, on a mal au dos. Bon, ce stress est pathogène, il augmente considérablement les pertes d'énergie, il est inflammatoire, ça fait perdre du magnésium dans les urines, et les gens sont fatigués. L'extrême, c'est la fibromyalgie. On a une épidémie de fibromyalgie, il y aurait pratiquement 1 million de fibromyalgiques en France, qui tirent tellement sur leurs muscles qu'ils ont une inflammation des tendons, une tendinite corps totale en fait, et ils sont extrêmement fatigués. Et évidemment, le cerveau aussi suit, ils sont déprimés, ils se ramassent toutes les infections parce que sans énergie, ben voilà, on est vulnérable. Ils sont vulnérables aux toxiques, à tout. Bon. Mais sans être fibromyalgique, il y a des millions et des millions de Français qui sont stressés et qui ont des répercussions moins graves, mal de dos, mal de cou, troubles musculo-squelettiques. C'est quand même le premier poste de la sécurité sociale, première cause d'absentéisme, première cause d'arrêt maladie. Ça coûte énormément cher, et personnellement, et à la société, et économiquement. Bon, il suffirait, au lieu de donner des antiasthéniques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des décontracturants, de donner du magnésium pour compenser ça. C'est de la nutrithérapie. Bon. Voilà. Je vais passer sur certaines choses, sinon je n'aurai pas le temps de parler d'Okinawa, parce que je vois le décompte. Bon, on arrive au modèle Okinawa. Donc Okinawa, vous voyez, c'est un confetti d'île qui est à l'extrême sud du Japon. Le Japon s'étend de l'Arctique jusqu'aux tropiques. On est dans les tropiques, en dessous de Shanghai, tout près de Taïwan. Les îles, il y a 160 et quelques îles de cet archipel. L'île principale s'appelle Okinawa. Vous voyez que c'est plutôt style Hawaï. Il y a très, très beaux aquariums, le requin-baleine, etc. Et puis ces fameuses personnes âgées qui ont stupéfié le monde parce que depuis en fait 2000 ans,
on sait qu'il y a des personnages souriants. C'est dans la légende du premier empereur de Chine qui envoyait des espions à Okinawa pour essayer d'avoir les secrets de la longévité. Bon, alors après, il n'a pas vraiment suivi le modèle Okinawa, puisqu'on sait qu'il a pris des pilules de mercure, il a dû en mourir très jeune, et il s'est fait installer un mausolée extraordinaire, vous savez, à Xi'an, où il y a l'armée de milliers de soldats en argile extraordinaires, tous différents. Et on n'a pas osé ouvrir son mausolée parce que justement, il y aurait une rivière de mercure, c'est très toxique. Voilà, bon. Donc, quand on regarde les Okinawaïens, j'y étais en 2006 et j'y retourne avec Santé Nature Innovation. On fait un petit groupe de 40 personnes avec un film dans quelques semaines pour voir comment ça a évolué. On voit des personnes comme cette Wuhara Seikichi qui, a près de 100 ans, donne sur la plage des cours d'art martial. Les Okinawaïens ont inventé une forme spéciale de karaté qui est très connue. D'ailleurs, il y a pas mal de Français qui ont été se former là-bas. Il y a même des maîtres de karaté okinawaïens à Paris, d'origine d'Okinawa. Et pour célébrer le Nouvel An en 2000, la télévision NHK, c'est la chaîne principale, avait demandé à ce professeur de karaté spécial de confronter un jeune boxeur, ancien champion du monde de boxe poids mouche, Katsuo Tokashiki, qui avait une trentaine d'années. Et devant les caméras de la télévision nationale, bon, c'est un peu spécial comme divertissement, il y a un centenaire qui est maître de karaté qui affronte un boxeur qui a 30 ans. Et 20 minutes plus tard, il n'avait toujours pas été frappé. Puis on a vu le champion de boxe ralentir un peu, baisser très brièvement sa garde et recevoir un éclair, un coup totalement inattendu. Voilà. Le boxeur étourdi, mais pas blessé, secoue la tête incrédule. Il m'a battu, il m'a battu. Bon, voilà ce que peut faire un Okinawaïen. Bon, c'est un exemple. Tous ne sont pas comme ça. Hein. C'est un peu différent, c'est des performances variées. Nakashima, un cultivateur centenaire, accepte de passer l'après-midi à subir une batterie complète de tests. Tout ce qu'on lui trouve, un très léger trouble du rythme, associé à un petit défaut de conduction électrique très commun. Tout va très bien, lui annonce le cardiologue. C'était Makoto Suzuki, le fondateur de l'étude des centenaires d'Okinawa. Et il répond Shaganju, ce qui veut dire « je suis en parfaite santé » dans le dialecte d'Okinawa. Parce qu'Okinawa, ce n'était pas japonais, ça a été annexé par la suite. Voilà un autre exemple, Seiryu Toguchi, qui est devenu une vedette à 105 ans, grâce à l'étude des centenaires. Il est allé se présenter dans les congrès à la demande des scientifiques. Et il a fait l'objet d'un magnifique dossier dans le numéro de National Geographic de 2005. On le voit camper sur ses jambes, en t-shirt, élégant veste pied de poule. Et il est sur les manches sur sa bêche. Pourquoi? Parce qu'il a son jardin, il est toujours cultivateur et il vend les produits de son maraîcher au restaurant du coin, à 105 ans. Vidéo de Tsune Gana, qui a 90 ans, cueille des fruits dans les arbres 8 heures par jour. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle est très drôle en plus, et ça c'est souvent une autre caractéristique de ces personnes, elles sont très drôles. L'humour fait partie du médicament qui amène la longévité. Initiée donc par ce cardiologue, Makoto Suzuki dans les années 70, c'est l'étude la plus longue jamais réalisée. Elle a étudié sous toutes les coutures près de 2000 centenaires pendant plus de 40 ans. Et le but officiel culturel à Okinawa, c'est bien vivre le plus longtemps possible par une nourriture médecine de la vie. C'est sur des stèles qui ont plusieurs centaines d'années, donc on sait que c'est une tradition qui n'est pas nouvelle. Et comme le disait, comme un Okinawaïen, le professeur Genyo, qui était un centenaire autoprogrammé, il avait publié un livre pour vivre 100 ans, et il a vraiment vécu plus de 100 ans. Une de ses phrases célèbres, c'est « l'homme ne meurt pas, il se tue ». Quand on compare les scores, en France, on enregistre 22 centenaires pour 100 000 habitants. Et vous savez qu'on est très bien placé dans le monde. On est, au niveau longévité, un des meilleurs pays au monde. Bon, les Japonais font mieux, 29 centenaires pour 100 000 habitants. Mais à Okinawa, quels sont les chiffres? 61 centenaires pour 100 000 habitants. Là, c'est surréel. Hein, il se passe quelque chose de particulier. Et les gens de plus de 110 ans, qu'on appelle super centenaires, on en a observé 15% à Okinawa. Or, Okinawa, c'est 0,002% de la population. Vous voyez un petit peu, il y a comme un phénomène. Ils ne font pas de surpoids, pas de diabète chez les anciens, 3 fois moins de symptômes à la ménopause. Ils ont moins 40% de risque de fracture du col du fémur. On enregistre seulement 3% de centenaires grabataires. Il paraît que ça s'est un peu dégradé parce que maintenant, il y a plus de médecine technologique, donc ils maintiennent des gens en vie qui n'auraient pas dû l'être. Alors on va aller voir ça de plus près. Mais bon. 80% de pathologies cardiovasculaires en moins. Ceux qui font un infarctus ont 2 fois plus de chances de survie qu'aux États-Unis.
Si on voit les chiffres de cancer du sein, la fréquence, 25 pour 100 000 à Okinawa, 33 au Japon, 52 en Grèce, 92 en France. Bon, il y en a qui font pire encore. Hein. Bon. Mais sur les décès pour cancer du sein, 6 pour 100 000 en décès à Okinawa, 22 en France. C'est vraiment drastiquement moins. Et pour le cancer de la prostate, c'est encore plus frappant, hein, puisqu'il y a 6 fois moins de cancer de la prostate à Okinawa qu'au Japon, qu'à Okinawa que chez nous. Chez les nonagénaires, donc plus de 90 ans, on fait des tests de mémoire. Elles sont pratiquement parfaites, ces tests, chez 80% des hommes et 60% des femmes à Okinawa. En France, à 50 ans, il y a 50% des gens qui ont une altération des tests. On enregistre chez les centenaires 6,7% de démence, alors que chez nous, chez les gens de 90 ans, on ne cherche plus chez les centenaires, bon, mais on va le faire un de ces jours, il y a déjà 45% de gens qui ont une démence. Le plus souvent, Alzheimer, mais parfois des démences vasculaires dues à des accidents vasculaires cérébraux. Il y a un cas particulier d'une centenaire, une fermière dont la santé était sans histoire jusqu'à 97 ans. Elle est admise à l'hôpital pour une infection et elle décède à 100 ans donc, de cette infection. C'est la première cause de mortalité, contrairement à chez nous, où c'est les maladies cardiovasculaires et les cancers. En fait, lasse, probablement déprimée d'être à l'hôpital dans cet état, elle a refusé de se nourrir. Et à la grande surprise des pathologistes qui ont pratiqué une autopsie, tout ce qu'ils trouvent est un petit épaississement de l'aorte. Les artères coronaires sont dépourvues de rétrécissement et de calcification, donc les artères du cœur, alors que chez toutes les personnes de cet âge-là, il y a toujours des calcifications, les reins, l'estomac, tout est sain. Et donc, ce qu'on constate, il y a eu plusieurs cas comme ça, que même jusqu'à leur décès, les centenaires d'Okinawa apparaissent pour la plupart finir leur fin de vie avec un corps en bon état. On a eu d'autres études chez d'autres centenaires en Italie qui ont montré la même chose au niveau du cerveau. Il y a des gens qui sortent sans lésion cérébrale. C'est possible. Alors on se dit, ça c'est un cas exotique, Okinawa, c'est un petit confetti d'île comme ça d'Extrême-Orient. Bon, ils sont probablement spéciaux, c'est dans les gènes. Mais il y a 120 000 Okinawaïens pauvres qui ont quitté Okinawa et qui sont allés au Brésil. Vous savez qu'il y a beaucoup de Japonais au Brésil, au point qu'il y a des villes qui sont bilingues, hein, japonais-portugais. Et d'ailleurs, comme il y en a pas mal qui sont revenus, ils ont fait une ville bilingue japonais-portugais, Hamamatsu, la capitale de Honda, au Japon. Et donc, on a pu étudier ces 120 000 Okinawaïens du Brésil. Or, ils vivent 17 ans de moins en moyenne. Il n'y a que 4,16 centenaires pour 100 000 habitants contre 61. Et ils consomment autant de médicaments que les Brésiliens. Pourtant, c'est les mêmes gènes. L'étude Nihon-san trouve sur 5 ans une mortalité cardiovasculaire de 1,3 pour 1000 pour les Japonais s'ils vivent au Japon, de 2,2 s'ils vivent à Hawaï, de 3,7 s'ils vivent à San Francisco. Alors, je ne sais pas ce que ça serait si j'étais à Chicago ou dans le Midwest. Hein. La nouvelle génération, élevée depuis l'administration américaine, depuis la guerre... Alors, vous savez qu'Okinawa, c'était une des pires batailles du Pacifique. Il y a un quart de la population de l'île qui est décédée. Bon. Aujourd'hui, 12% de l'île d'Okinawa est occupée par des bases militaires américaines. Ils ont administré l'île et ils ont trouvé bien d'introduire le Kellogg's avec du lait, les fast-foods. Résultat, le plus fort taux d'obésité de toutes les préfectures japonaises et de diabète, une chute de l'espérance de vie. Aujourd'hui, la plupart des parents voient leurs enfants mourir avant eux. Les mêmes gènes, mais on voit que c'est l'environnement, l'alimentation et le mode de vie qui a tout changé. Comment font-ils ? Ils consomment très peu de produits agroalimentaires. Il y a quelques supermarchés, mais très peu par rapport à chez nous. Ils achètent beaucoup de produits locaux, traditionnels, manufacturés. Ils savent d'où ils viennent. Bon. Donc, beaucoup moins de sucre rapide, de graisses saturées, d'acides gras trans, de sel. Ils consomment 75% de sucre en moins que les Japonais des îles principales du Nord. Beaucoup moins de sel. Beaucoup moins de calories, 300 calories en moins par jour que nous. Alors il faut savoir que quand on brûle des calories au feu de l'oxygène, on fait des déchets, ça s'appelle les radicaux libres, et c'est la cause principale du vieillissement. Donc si vous faites plus d'énergie avec moins de calories, vous faites moins de déchets. C'est QFD. Et puis, ce sont pourtant des gourmets, ils ne se privent pas, hein, ils ne font pas de diététique les Okinawaïens, ils font ça parce qu'ils se sentent mieux, ça leur fait plaisir, et ils dégustent jusqu'à 206 aliments différents. Et chaque année, ils introduisent de nouveaux aliments. Quand j'étais là-bas, ils venaient d'introduire la pitaya violette. C'est le fruit du dragon, hein, c'est un produit vietnamien. Mais ils sont malins. Mais ça, c'est ce qui n'est pas connu à Okinawa, c'est qu'on sait les résultats extraordinaires sur la santé et la longévité.
On sait comment ils ont fait, mais comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire ce qu'ils ont fait? On ne connaissait pas les radicaux libres, on ne savait pas ce que c'était que les polyphénols. Or, la pitaya violette en question, elle est violette parce qu'elle est riche en polyphénols, comme la myrtille. Il y a un truc là, c'est de l'intuition ou quoi? Ça, les scientifiques ne savent pas l'expliquer. Bon. Et puis, ils répartissent mieux les calories. Vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, sur le dîner, hein? Si vous faites un gros repas, vous encombrez tous les circuits, vous ne pouvez pas tout brûler, ça fait du surpoids, ça augmente le stress oxydatif, ça augmente la température corporelle, ça accélère le vieillissement. D'accord? Donc, si vous mangez le même nombre de calories, mais mieux réparties, vous donnez le temps au système de traiter ça mieux et vous faites moins de déchets. Donc réduction des calories, ils mangent 20% de moins que les calories que les Japonais du Nord, 78% de ce qui est consommé d'origine végétale. Si vous retenez une chose, rappelez-vous de ça. Hein, manger moins de viande, à moins d'être enceinte ou d'être en forte croissance, où ça peut se justifier à un moment, mais sinon, ça accélère le vieillissement. La viande est le produit le plus inflammatoire qui existe. Le fer, l'acide arachidonique, la leucine, les endotoxines. Bon, tout ça, ça fait de l'inflammation. Et il y a des aliments végétaux qui sont encore plus protecteurs, plus anti-inflammatoires, plus antioxydants que les autres, comme le chou, l'ail, le curcuma, tout le monde connaît, les algues, le thé vert, encore mieux le thé vert matcha. Bon, le goya, c'est un concombre amer qui est antidiabétique. Bon, ça, c'est une algue qu'ils ont là-bas. Le mozuku, on a trouvé un principe actif anti-cancer dans cette algue. Bon. Mais nous aussi, on a des algues intéressantes. Okay, leur consommation de soja est la plus élevée au monde. Et le soja, c'est génoprotecteur. Bon, je vais passer rapidement pour... voilà. Et puis, ils font beaucoup d'activités physiques, hein, ça vous vous en doutez. Un Okinawayen ne prend jamais sa retraite. Ou s'il prend sa retraite, il va ouvrir un autre métier. Par exemple, on a vu une femme de 84 ans créer un magasin de fleurs, ou ouvrir un atelier de tissage pour apprendre aux jeunes comment faire cet art d'Okinawa, de tisser des fibres de bambou pour faire des kimonos spéciaux. Ils ont des jeux de croquet à l'entrée des villages, bon, le karaté, voilà. Vous voyez, des petites mémés toniques comme ça, hein, vous voyez ce que vous pouvez devenir. Bon, effet du soja, on va passer. Bon, tout ça, ça réduit. Le curcuma, bon, on connaît. Voilà. Et puis, avoir un but. Hein. Il y a un grand-père qui veut apprendre à son petit-fils comment faire un hameçon. Voilà. Il y en a un qui dit, un fermier qui continue à travailler à 90 ans, je suis heureux parce que j'adore ce que je fais, je pense que ça fait partie de la médecine pour la vie. Un prêtre bouddhiste de 103 ans qui fait le tour des maisons pour les bénir. Bon. Une fermière centenaire. J'aimerais vivre encore 3 à 5 ans, car j'aime parler le soir avec mes petits-enfants. Elle vivra, cette dame, jusqu'à 109 ans. On l'a rencontrée à 103 ans. 6 ans plus tard, elle était toujours là, parce qu'elle avait aussi une motivation. Bon. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus, il y a donc un livre là-dessus, ça s'appelle « Okinawa, un programme global pour mieux vivre ». Il y a une deuxième édition. Bon, et puis il y a ce fameux parcours Okinawa, en 180 vidéos, on vous décompose les choses en petites choses ludiques, tous les jours une petite chose, et on va un peu plus loin, tous les jours 5-10 minutes sur Internet avec une vidéo. Santé, Nature, Innovation vient de le ressortir en 8 DVD avec le livre Secret de centenaire des centenaires d'Okinawa. C'est sur le site parcours-okinawa.fr. Sinon, quelques livres, le guide familial des aliments soigneurs avec ma consoeur Rose Razafim-Bello, qui a fait de magnifiques recettes aussi. L'immunonutrition pour renforcer ses défenses à la fois contre les infections et les cancers, manuel familial de résistance aux infections. Bon, vous avez mon site, lanutrithérapie.fr. Et puis bien sûr, les dossiers Santé, Nature, Innovation qui sortent chaque mois. Là, on a fait le mois précédent le petit déjeuner. Là, on commence Alzheimer qui va s'étaler au moins sur 3 dossiers parce que le sujet est devenu tellement riche, il y a tellement de nouveautés. Alors pour les plus courageux, la nutrithérapie en 2 volumes, 1200 pages. Bon, je passe. Et puis, pour les encore plus courageux, 48 jours de cours online sur iunpa.com. Bon, c'est plus pour les thérapeutes, évidemment, où vous avez 2 journées sur le vieillissement, 2 journées sur la femme, 2 journées sur le cardiovasculaire. Vous pouvez prendre les 2 journées qui vous intéressent ou faire des certificats. Et puis, sinon, le cycle continue en 12 week-ends à l'Université de Namur. Voilà. Merci pour votre attention. Jean-Paul Curtet, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci.